Les gens qui ont apporté une contribution conséquente à notre objectif commun de lutter contre le régime nazi en Ukraine. Nous le savons, nous le rappelons et nous ne l'oublierons pas. Les points les plus chauds, c'est le sud de Donetsk, Rojane, Staromayorsk, où l'adversaire essaye de se fixer. Et nos gars font le maximum. Ce sont des formations bien compétentes. Ils travaillent bien. Et puis, un autre point chaud, c'est Artemovsk. Et puis, je donnerai mon évaluation générale. C'est une stabilisation pas à pas de la situation. Et puis, c'est vrai que quand j'étais en route hier, j'ai appris cette nouvelle inquiétante liée à la mort d'Evgeny Prigojine. C'est un sujet douloureux car beaucoup de gars sont morts pour libérer Artemovsk. Donc nous avons été très inquiets en apprenant cette situation, mais nous comprenons à quel adversaire nous avons affaire et nous comprenons que l'adversaire ne s'arrête devant rien. En ce qui concerne cette catastrophe aérienne, tout d'abord, je tiens à exprimer mes paroles de condoléances sincères aux familles de tous ceux qui ont péri. C'est toujours une tragédie. Et il est vrai que si là-bas, et d'après les données préliminaires, là-bas, il y avait des collaborateurs de l'entreprise Wagner, je tiens à noter que ce sont les gens qui ont apporté une contribution considérable à notre lutte commune contre le régime nazi en Ukraine. Nous le savons, nous le rappelons. Voilà donc pour ces déclarations brèves de Vladimir Poutine, mais ce sont la première fois qu'il réagit, le président russe, à la mort d'Evgeny Prigojine. Alors je le rappelle, il salue donc un homme talentueux qui a commis des erreurs. C'est une réaction qui interpelle évidemment parce que de très nombreuses personnes considèrent qu'il est le commanditaire de ce crash et le responsable de la mort d'Evgeny Prigojine. La façon dont il s'exprime, il répond à une question. Il a l'air presque gêné dans sa réponse. Vous l'analysez comment? Qu'est-ce que vous voyez des images il essaye de dire, sans dire trop de mal de Prigojine, parce que pour moi, il essaye quand même de draguer les milliers de soldats qui appartiennent à Wagner et qu'il va quand même essayer de réintégrer dans l'armée. Au sein de Wagner, je vais presque dire qu'on leur a appris à détester Shoigu et Gerasimov. Donc dire à ces mêmes personnes, on a tué votre chef, et on va vous réintégrer dans une armée que vous détestez, qui ne vous a pas donné les munitions, qui vous a sacrifié par 40 000 morts, aurait eu Wagner juste pour prendre la ville de Bakhmut. Donc, morts et blessés. Donc c'est absolument colossal. Et aujourd'hui, leur dire, finalement, c'est des gens bien, Wagner, on les aime bien. Dommage, Prigojine était parti sur le mauvais camp. Mais là, on sent bien qu'il va essayer de rattraper tous ces hommes qui sont un potentiel militaire qui, aujourd'hui, il ne faut pas qu'ils partent dans la nature. Cette image est intéressante, c'est celle de Vladimir Poutine. Il a devant les yeux des photos, on ne sait pas ce qu'il regarde. Il ne regarde pas son interlocuteur quand il lui pose la question, quand il évoque Artemovsk, c'est-à-dire Bakhmut, et les combats qui ont eu lieu dans et autour de cette ville, qui ont été terribles, aussi bien pour les Russes que pour les Ukrainiens. Cette séquence, ces condoléances présentées par le président russe, vous les analysez comment ? C'est intéressant dans quel contexte Vladimir Poutine il s'exprime sur ça. Il fait cette déclaration presque malgré lui, parce que justement Pouchilin qui est en face de lui, qui est le chef de soi-disant de DNR, de République autoproclamée de Donetsk, qui sont des séparatistes, il évoque les efforts considérables justement de Wagner pour la prise de Bakhmut ou d'Artyemovsk. Et c'est sur ce point-là où Poutine rebondit. Il ne peut pas nier le fait que quand même il y avait cette contribution, comme il a dit, dans la lutte contre notre ennemi. Et cette contribution était considérable parce qu'on sait que les pertes étaient énormes côté aussi Wagner, justement parce que les témoignages qu'on a pu entendre des soldats ukrainiens, il y avait des paquets de Wagner qui n'arrêtaient pas de venir, et c'est par ça en fait qu'ils ont pu faire reculer l'armée. Alors aussi une chose importante, c'est qu'il y a beaucoup de populations, il y a certains gens qui
apprécient Prigojine, en Russie, je veux dire. C'est-à-dire qu'il y a quand même une popularité qu'il ne faut pas nier. Alors Poutine, il essaie d'aussi ménager ça. Et cela, on va y revenir justement. Quelles vont être les conséquences de la disparition du chef de Wagner pour Poutine, pour la Russie, pour l'ensemble du monde? Voici les indispensables de Lucille de Villers. Bonsoir Lucille, merci d'être avec nous ce soir. Que s'est-il passé en Russie dans les heures qui ont suivi l'annonce du crash de l'avion, puis la mort d'Evgeny Prigojine? Eh bien, au même moment de l'annonce du crash de l'avion, les yeux du monde entier sont évidemment tournés vers Vladimir Poutine. Et voilà ce qui était diffusé sur toutes les chaînes publiques russes. Le chef du Kremlin à la tribune d'un gigantesque concert militaire scandé par la foule. Poutine est à Koursk, près de la frontière ukrainienne. Il célèbre le 80e anniversaire de cette grande bataille de la Seconde Guerre mondiale et prononce ces quelques mots. Écoutez. Вся тяжесть боев сегодня, как и в годы Великой Отечественной войны, лежит прежде всего на наших солдатах, на тех, кто на передовой, на сержантах, взводных, ротных, комбатах, на стрелках и саперах, разведчиках и связистах, на экипажах танков и боевых машин, на артиллеристах и летчиках. Все наши бойцы сражаются смело, решительно. Se battre avec fidélité, difficile de ne pas y voir un message. À la fin des commémorations, Poutine s'accorde même un bain de foule et on ne peut pas dire que le chef du Kremlin soit coutumier du fait. Quelques saluts, quelques poignées de main, il prend son temps. Cette scène nous en rappelle une autre du même genre. 4 jours après le putsch avorté d'Evgeny Prigojine, Poutine s'était adonné au même exercice. Pour lui, c'est un moyen de montrer qu'il a toujours la main. Est-ce qu'on a observé des signes de fébrilité? En tout cas, des signes de prudence. Les médias russes affirment qu'une fois les commémorations terminées, Poutine se serait envolé vers la ville de Valdai, dans la région de Novgorod, pour se réfugier dans l'une de ses demeures ultra sécurisées, comme s'il craignait quelque chose. D'autres affirment à l'inverse qu'il s'est retranché au Kremlin. Plusieurs comptes Twitter et Telegram, y compris occidentaux, reprennent ces images, présentées comme celles de son convoi de sécurité roulant à toute allure dans les rues de Moscou. Et puis, fait assez rare pour être souligné, on a appris aujourd'hui que la place rouge ne serait pas ouverte au public. Regardez ces images, on voit des files de barricades empêchant toute entrée. Annonce du musée historique de l'État russe. Aujourd'hui, la place rouge sera fermée sans plus d'informations. On ne connaît pas les raisons d'une telle décision. On ne sait pas non plus quand les restrictions seront levées. Faut-il y voir un lien direct avec la mort de Prigojine? La question se pose quand on sait que la place rouge a également été fermée au lendemain de la tentative de putsch, le 24 juin. Il y a 2 mois, jour pour jour. Elle n'a rouvert à l'époque que 18 jours plus tard, le 11 juillet. Et si Poutine prend tout cela au sérieux, c'est que les blogueurs ultranationalistes russes, ceux qu'on appelle les turbopatriotes, ont formulé des menaces envers son pouvoir. Si l'information sur la mort de Prigojine est confirmée, nous dit l'un d'entre eux, nous organiserons la 2e marche de la justice à Moscou. Il vaut mieux qu'il soit vivant, c'est dans votre intérêt. Autre exemple, il ne fait aucun doute que si dans une affaire aussi médiatisée, on décide de cacher complètement l'épave, de classer l'enquête et de ne rendre publique aucune donnée objective, nous devrons réfléchir très sérieusement à la suite. Voilà pour la situation à Moscou. Quelles sont les réactions à la télévision russe? Eh bien, clairement, ça ne fait pas la une des journaux télévisés des chaînes publiques. La chaîne d'information en continu Rossiya 24, par exemple, contrôlée par l'État parmi les plus grandes chaînes de Russie, ouvre son journal de 6 heures ce matin avec les commémorations de Koursk, puis le sommet des BRICS. Et ce n'est qu'ensuite que la mort d'Evgeny Prigojine apparaît sur les écrans. Ce n'est que le 3e titre. On l'écoute. Росавиация опубликовала списки людей, оказавшихся на борту частного самолета, который разбился в Тверской области. Среди 7 пассажиров значится Евгений Пригожин. Спецкомиссия ведомства занимается расследованием. Et le plus frappant, selon ce que l'on a pu observer, c'est que depuis 10 heures ce matin, sur cette même chaîne,
plus un mot sur le chef de Wagner. Seuls les propagandistes prompts à commenter ce genre d'événements y ont consacré du temps. Vladimir Soloviev, que l'on cite souvent ici, balaie ce matin d'un revers de main toute implication du Kremlin, comme on pouvait s'y attendre. Écoutez-le. Поэтому никакой угрозы Путина Вагнер не представлял. Путин дал слово, он их простил. Путин никогда не был замечен в том, чтобы он нарушил данное слово. Путин человек репутации. То есть все, что пишут западники, не имеет никакого отношения к тому, как рассуждает Путин, как он мыслит. Были бы возбуждены уголовные дела. Qu'importe les événements, on a aperçu de nouveau Vladimir Poutine au sommet des BRICS il y a encore quelques heures. Il a pris la parole à ce moment-là, sans évoquer la mort d'Evgeny Prigojine. Merci Lucille pour toutes ces précisions. Je vous le rappelle, si vous nous rejoignez, c'est l'information de ce début de soirée, la réaction de Vladimir Poutine au crash de l'avion dans lequel se trouvait Evgeny Prigojine. Vladimir Poutine, le président russe, qui salue ce soir un homme talentueux en la personne de l'ex-chef de Wagner, un homme qui a commis des erreurs. Vladimir Poutine qui adresse ses condoléances aux familles et qui promet que l'enquête ira jusqu'au bout. Cette mort, cet assassinat, si c'est cela dont il s'agit, évidemment, est-ce selon vous un avertissement, un message aux élites russes? Pour moi, c'est en partie un avertissement, mais c'est aussi une vengeance qui était indispensable pour Vladimir Poutine. Premièrement, pour laver l'humiliation qu'il avait subie, et deuxièmement, parce que c'était nécessaire pour tenir au pouvoir. Nécessaire pour laver l'humiliation parce que clairement son image avait été dégradée par les chars de Wagner et les hommes de Wagner qui montaient vers Moscou, et que quand on est humilié, on perd la face, et quand on perd la face, on ne peut plus agir selon l'image à laquelle on prétend. Donc nécessairement, quand quelqu'un se sent humilié, il a besoin de se venger pour laver son image. Donc là, c'est ce qui s'est passé. Moi, j'étais tout à fait étonnée de l'absence de réaction de Vladimir Poutine. Hier, on émettait l'hypothèse que le limogeage du général Sourovikine était un début de vengeance. Quelques heures après, on apprend que c'est la mort de Prigojine. Pour moi, c'est une vengeance et un lavage de l'humiliation. Et deuxièmement, c'était nécessaire pour tenir son pouvoir autoritaire, parce qu'un gouvernement autoritaire à qui on désobéit aussi facilement, c'est le début de la fin. Donc il était nécessaire de rétablir et de durcir le mécanisme et montrer, le message est clair, là, on ne désobéit pas à Vladimir Poutine. Alors est-ce maintenant la fin du début de la fin? En tout cas, cet épisode qu'il faut quand même relativiser, à mon avis, pour moi, il y a un événement bien plus important aujourd'hui qui est la fête de l'indépendance de l'Ukraine, 24 août, où un pays de 40 millions d'habitants est debout derrière son président pour défendre son indépendance alors qu'il est en guerre. Ça c'est un événement important. Le micro-événement de la mort de Prigojine, ça n'est qu'un épisode dans la lutte de clans mafieux en Russie, et il y en aura d'autres encore. Je crois qu'il faut vraiment qu'on réalise que la Russie montre, et c'est ça le message aux élites, pour moi, qu'elle n'est plus un État, que c'est vraiment un clan mafieux qui s'est opposé à un autre clan mafieux et qui, du coup, a été puni pour sa volonté de rébellion le 24 juin dernier. On va en avoir d'autres, des cas comme ça, puisque d'après ce qu'on peut lire sur Telegram, si Prigojine a pris le risque d'aller en Russie, c'est parce qu'il voulait contester, et son avion justement partait de Moscou pour aller à Saint-Pétersbourg. On se demande si c'était pas pour rencontrer Vladimir Poutine. Et l'une des hypothèses, c'est de se demander si c'était pas quelques jours après sa vidéo dans le désert en Afrique, pour contester le fait que l'État russe a décidé de remplacer Wagner en Afrique par un certain nombre de sociétés, et notamment la société Convoy, qui est dirigée par... On va revenir sur l'avenir de Wagner, parce que ça aussi, ça voilà. Non, mais ce que je veux dire, c'est que l'énigme, c'était de savoir pourquoi il était en Russie. Et il était en Russie parce que c'était un groupe mafieux qui voulait garder son marché et qui voulait faire pression sur le président, et qui n'a pas obtenu ça. Bon, mais ça, je dirais, c'est un micro-épisode dans une lutte de clans qui va ne faire que grandir dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Mais pour la moi, façon Poutine dont est affaibli. Tout cela est fait, c'est relativement impressionnant. Il y avait, 1000 moyens
de se débarrasser d'Evgeny Prigojine, la façon doit nous dire quelque chose. Et surtout, peut-être, vous évoquiez ce message à l'élite russe, aujourd'hui, Vladimir Poutine, fragilisé les 23 et 24 juin dernier, s'est remis en selle. Qui peut encore oser contester son leadership en Russie aujourd'hui ? Je pense qu'il y a un effet très important de démonstration de ce qui arrive à des personnes qui désobéissent. Parce que depuis 2 mois, je pense qu'on se posait les questions, mais qu'est-ce qui va arriver avec Prigojine ? Parce que finalement, il n'a pas vraiment été puni. Soi-disant, il s'est réfugié en Biélorussie. Après, voilà, on l'a revu peut-être en Afrique. Et là, on voit cette massacre vraiment spectaculaire. Et je pense que c'est tout l'essence en fait du régime de Poutine. Je pense aussi qu'on rentre dans une nouvelle phase de virage des clous, si vous voulez, où le régime il devient de plus en plus autoritaire, où effectivement toute désobéissance, tout manque de loyauté, elle sera punie d'une manière très forte. Et ça, c'est une démonstration que Poutine a fait pour toutes les personnes qui pourrait être tenté de ne pas, par exemple, obéir à ses ordres et de ne pas suivre cette lignée qu'il a tracée, c'est-à-dire quoi qu'il essaiera de faire en Ukraine. Je pense qu'un des messages qui est dirigé aux élites également, qui est entretenu par le doute autour de la mort de Prigojine, c'est « avec moi, vous ne saurez jamais ». Il entretient une sorte de doute entre amis et ennemis. Donc, et c'est ce qui se passe avec Prigojine, entre héros de la nation et traître de la nation. Et en fait, pour moi, là, il le tue. On est quasiment certain qu'il a quelque chose à voir avec la mort de Prigojine, mais il va derrière donner ses condoléances et il garde cette espèce de doute qui entretient une paranoïa. Et à mon sens, cette paranoïa, c'est ça qui tient les élites russes.